Les années 40. Théâtre du deuxième conflit mondial, l'armée du Troisième Reich défile sur les Champs-Élysées. Les Japonais attaquent Pearl Harbor. Le ghetto de Varsovie tombe aux mains des Allemands. Le 4 février 1945, à Yalta, Roosevelt, Churchill et Staline préparent le nouvel ordre mondial. Le 6 août de la même année, Nagasaki et Hiroshima découvrent l'horreur de l'atome. Les années 40 sont les années politiques qui préparent le monde à mieux vivre son XXe siècle. Drôle d'époque. L'art et la culture deviennent plus engagés et plus militants. Le romantisme est loin, le néoréalisme pas encore né. Marcel Carné achève le tournage des Enfants du Paradis. Saint-Exupéry publie Le Petit Prince, Jean Cocteau, Les Enfants Terribles. Mais les poètes ne suffisent pas à soulager le monde. Et le 31 décembre 1941, Greta Garbo décide de quitter définitivement le cinéma. Boris Karloff et Bela Lugosi ont réussi à donner vie à deux monstres qui, aujourd'hui encore, hantent les recoins sombres des chambres à coucher des spectateurs avides de sensations. 1931 est le point de départ de l'âge d'or du fantastique américain. Ces chefs-d'œuvre sont réalisés chez Universal. Ils font la renommée de réalisateurs comme Todd Browning et James Whale et lancent des acteurs comme Lon Chaney, Bela Lugosi et Boris Karloff. Carl Laemmle, le patron des studios Universal, joua très vite la carte du film de genre oublié par les grands studios. Il fait travailler celui qui allait le premier interpréter des rôles de monstres, Lon Chaney. De Quasimodo dans Notre-Dame de Paris au fantôme de l'opéra en passant par Satan, c'est sa collaboration avec le réalisateur Todd Browning qui va donner à ce nouveau cinéma ses lettres de noblesse. Todd Browning en est déjà à son 40e film. Il est surtout attiré par les histoires étranges, baroques et poétiques. Lon Chaney, l'homme aux 1000 visages, joue beaucoup pour lui, notamment dans La route de Mandalay, à l'ouest de Zanzibar et Londres après minuit. Lon Chaney est l'outil idéal entre ses mains, capable d'interpréter ces personnages difformes et monstrueux en marge de la société. Dans ce même registre, Browning m'a dirigé en 1929 dans The 13th Chair. Un jour, il a eu l'idée d'adapter à nouveau le roman de Bram Stoker, après Murnau, qui avait réalisé Nosferatu le vampire avec Max Schreck, mon alter ego. Lon Chaney aurait naturellement dû jouer le vampire, mais il meurt d'un cancer à la gorge le 26 août 1930. Sa mort me permit d'exister. Je suis né Béla Blasco, le 29 octobre 1882 en Hongrie, dans un petit village du nom de Lugos, d'où mon pseudonyme Lugosi. Je fais une carrière au théâtre de 1901 à 1919. Pendant la guerre, je pars pour le front en tant que lieutenant du 43e régiment d'infanterie hongrois et en 1918, j'organise le premier syndicat d'acteurs. Je m'implique dans la politique sous le régime des Soviets. Mais à la faillite du régime, je quitte la Hongrie. À Berlin, on me voit dans La tête de Janus, sous la direction de Murnau. Je pars pour l'Amérique en 1921, abandonnant mes racines. 8 ans plus tard, Todd Browning me lance véritablement, puis la créature du vampire se fond en moi pour toujours. Browning me proposa alors d'incarner le comte Dracula. Mon accent et mon côté ténébreux l'ont convaincu de la qualité de mon interprétation. Le résultat fut au-delà de ce que nous avions espéré.
Universal voulut mettre à profit cet engouement du public. Le réalisateur français Robert Florey adapta le roman de Miss Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Entre-temps, James Whale s'était emparé du manuscrit écrit par Florey afin de réaliser le film. Karl Laemmle l'estimait beaucoup et décida de lui confier le tournage. Il dédommagea Florey en lui proposant de tourner Le Crime de la rue Morgue, où j'interpréterais le rôle du docteur Miracle. J'étais devenu l'acteur qui jouait les rôles de monstres, et c'est tout naturellement que l'on me prit pour interpréter Frankenstein. Dr. Miracle, in the rue Morgue, is guilty of 4 murders so far this week. Pour le tournage, on utilisa les restes du décor de Dracula. Je passais des heures dans le salon de maquillage, mais une petite voix tapie au fond de moi me susurrait à l'oreille qu'ainsi grimé, mes admirateurs ne me reconnaîtraient plus. Je tournai un bout d'essai, puis décidai d'abandonner le film. Ce fut la première d'une longue série d'erreurs que je paierai tout au long de ma vie. Je déjeunais à la cantine des studios Universal quand quelqu'un m'avertit que M. Whale souhaitait me faire tourner un bout d'essai pour le rôle du monstre. Le réalisateur était fasciné par mon visage. Il fit des dessins de ma tête agrémentés de longues saillies osseuses aux endroits où il imaginait les soudures du crâne. La créature titubante et balafrée de Frankenstein, avec son crâne plat, ses paupières de reptile et son cou rivé au tronc, émergea lentement. Whale aimait bien mes yeux. Il reflétait, disait-il, toutes les souffrances de la malheureuse créature privée de parole, contrastant avec son apparence hideuse et sa force effroyable. Travail fascinant. Le monstre ne parle pas et est pratiquement dépourvu d'intelligence. Je devais malgré tout exprimer sa condition tragique. Je portais un double capitonnage sous mes vêtements qui augmentait mon gabarit. Malheureusement pour moi, le tournage de Frankenstein eut lieu en plein été. Je finissais complètement trempé. Tout au long du film, j'ai eu l'impression d'être dans un suaire, ce qui contribua sans doute à renforcer le réalisme de mes mouvements. Quand on y regarde de près, le vrai créateur du monstre de Frankenstein, c'est Jack Pierce. Je n'ai fait qu'animer un costume. When this dead hand moves, the monster created by a man they called mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. To shock women into uncontrolled hysteria. To prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about. Le soir de la première à Santa Barbara, je semblais encore si secondaire par rapport aux vedettes du film, Colin Clive et Mac Clark, qu'on ne m'invita même pas. C'est après la sortie que les agents de la Universal comprirent qu'en fait, le monstre intéressait le public. Ils s'empressèrent donc de me prendre sous contrat. Après 20 ans de métier, j'allais enfin savoir qui paierait mon prochain repas. J'ai fait 150 films, mais la créature m'a poursuivi jusqu'à ma mort. Des années durant, Groucho Marx me salua d'un rituel. « Vous prenez combien pour hanter une maison ?» Le département publicitaire de la Universal décida de mettre en relief mon côté mystérieux. Ils refoulèrent tout visiteur, interdisant qu'on m'interviewe sans mon maquillage. Je souffris d'être ainsi emprisonné dans cette image de marque cinématographique. Mais ils ne tardèrent pas à changer de tactique pour faire de moi l'héritier de Lon Chaney. Lon Chaney qui m'avait convaincu de faire du cinéma des années auparavant, alors que c'est Bella qui aurait dû être son successeur. Les studios voulaient rentabiliser leur investissement et tout était bon pour faire parler de Bella.
Ils firent construire une somptueuse demeure copiée sur le château de Dracula. La presse s'empara de cet os et les rumeurs les plus folles couraient sur ce manoir. Les spécialistes tendirent les murs et les plafonds de velours noir, on supprima tous les miroirs et on mit à sa disposition des serviteurs chinois sourds et muets. Derrière les hautes grilles de son repère grondaient Danois géants et dogues de Silésie, tandis que les couloirs rouges résonnaient des pas feutrés d'une légion de chats noirs au regard maléfique. D'immenses chauves-souris vivantes pendaient aux poutres en lourdes grappes. Ça et là, des massues et des saguets empoisonnés constituaient la seule décoration murale. Pour lui-même, ce fut pire encore. Il ne porta soudain que du noir, rien que du noir, à peine rehaussé par l'éclat de quelques rubis sanglants. Bientôt, Lugosi, dévoré par ses rôles et par ses lectures, refusa de sortir le jour, l'éclat du soleil blessant ses yeux malades. Pour lui, on accepta parfois de tourner la nuit. Bela Lugosi n'était pas devenu fou, il était devenu le comte Dracula. Quatre ans plus tard, Bela Lugosi tourne avec Todd Browning dans La Marque du Vampire. On retrouve point par point la même construction dramatique. Les scénaristes ont tout simplement transformé le comte Dracula en comte Mora, Mina en Irène et le professeur Van Helsing en professeur Zelen. En 1936, il est de nouveau Dracula, avec La fille de Dracula pour Universal, mise en scène par Lambert Illier, qui dirigera la même année le tandem Karloff Lugosi dans Le Rayon Invisible. C'est en 1932, avec La momie de Karl Freund, que la réputation de Boris Karloff s'affirme tout à fait. The Mummy. Is it dead or alive? There's nothing on earth like the Mummy. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death. Now I know his horrible plan. He's going to kill her and make her a living mummy like himself. Il m'aura fallu attendre 45 ans pour être enfin reconnu. Je suis né le 23 novembre 1887 à Dulwich, près de Londres. Mon vrai nom est William Henry Pratt. Karloff vient du nom d'un parent éloigné du côté de ma mère, et Boris parce que ce prénom de théâtre semble convenir à ma personnalité. J'ignorais absolument tout du métier. Mon premier rôle fut celui d'un banquier de 60 ans. J'étais enfin devenu acteur, mais je me suis vite rendu compte que les rôles de méchants me correspondaient plus. Après des années de galère, je me décidai à tenter ma chance à Los Angeles. En 1919, je jouais aux côtés de Douglas Fairbanks. La Columbia Pictures ne tarda pas à acheter la pièce et m'engagea pour reprendre le rôle à l'écran. Ça fut ma véritable entrée à Hollywood. En 1931, je tourne avec Mervyn Leroy, Michael Curtis, Raoul Walsh, puis par hasard Le Monstre avec James Whale. Universal a dans l'idée de coupler ces deux vedettes dans un film d'épouvante. Ready for the test, Dracula? I'm ready, Frankenstein. Then let us begin. Ainsi naît en 1934 la première des 8 collaborations du tandem Karloff-Lugosi, Le Chat Noir, mise en scène par Edgar G. Ulmer. Inspiré du poème d'Edgar Poe, le scénario complexe tourne autour des thèmes du culte du diable et de la vengeance. Au vu des recettes considérables que fait ce film, les producteurs rééditent la même combinaison, un an après, avec Le Corbeau, toujours d'Edgar Poe, mise en scène par Louis Friedlander. L'année
suivante, ils jouent tous les deux dans Le Rayon Invisible. Pour la première fois, Boris Karloff crée le rôle qu'il reprendra souvent au long de sa carrière, celui d'un savant qu'une découverte scientifique va rendre dangereux pour la société. Power to heal, power to destroy. Une fois de plus, Bela Lugosi meurt, assassiné par son ami Boris. And everyone I touch is poison. They die. You understand, Bela, don't you? That the one who wins this little game of chess is to lead the parade at the Film Stars Frolic. Okay, Boris. Étrange comme j'ai sombré dans une douce folie, alors que pour Boris, tout ceci n'était qu'un travail comme un autre. Il ressemble beaucoup à Cheney. Les pieds sur terre, ils ne se sont jamais perdus dans leur personnage et ont su marquer une distance entre le public et leur vie privée. Moi, j'avais le sentiment de n'exister que lorsque l'on me reconnaissait dans mes personnages. C'est la malédiction de certains acteurs qui jouent toujours la même chose. Haunted me. I often dreamed of the dead. In the morning when I woke up, I was tired, pressed. Ceci dit, je n'ai jamais cherché à apprendre l'anglais de peur de me voir proposer des scénarios trop difficiles pour moi. I don't say I don't like people at all, but to tell you the truth, I only like them if I have a chance to look deep into their Mais heart. c'est sans doute mon accent qui poussa Victor Alprin à me proposer le rôle principal dans White Zombie. Something worthwhile, some human kindness. Premier film à parler des morts vivants, ce film montre pourtant une certaine poésie. L'histoire de ce couple qui vient en Haïti pour se marier et qui me croise sur sa route est étonnante pour l'époque, tout comme la manière dont je joue avec la caméra. Je savais que je m'enfermais dans ce type de rôle. Je n'ai jamais su faire les bons choix, ceux que Boris sentait d'instinct. Zombie! Pinboy, Monsieur Roman. Make it. The time is very brief. You must do your share if I am to help you. Keep it, monsieur. Keep it. You may change your mind. Les studios nous utilisaient dans le seul genre qui nous liait, Bella et moi, le film d'horreur. En fait, nous ne nous voyions que pendant les tournages. Nous étions proches l'un de l'autre parce que nous ressentions le même sentiment d'être utilisés pour notre image et pas pour ce que nous étions réellement. J'ai réussi à bien le vivre, Bella moins. Nous nous sommes retrouvés dans Le Fils de Frankenstein mis en scène par Roland Villy. D'un point de vue artistique, je pense que c'est le plus abouti. Basil Rathbone, le futur Sherlock Holmes, est remarquable, et Bella, dans le rôle d'Igor, est étonnant. Moi, je n'ai jamais perdu de vue le fondamental, ma fille et ma femme. Et c'est peut-être cela qui me permet de rester moi-même tout au long de ma carrière. Ce qui accroît évidemment encore la célébrité du mythe Frankenstein est la fameuse malédiction. Le scénariste s'est suicidé. Lugosi, qui avait été pressenti pour jouer le monstre, mourut fou le 16 août 1956, hurlant « Je suis le comte Dracula, je suis le roi des vampires ». James Whale, le réalisateur, mourut mystérieusement, assassiné. Increvable et souriant, Karloff demeure le seul rescapé, puisqu'il mourra à 81 ans le 2 février 1969. Les Profanateurs de sépulture est le dernier film que Bella et moi tournons ensemble. You and I work together. You mean we would sell the bodies to the doctors together?
Pour des raisons publicitaires, on nous mit en tête d'affiche, alors que la véritable vedette du film était Henry Daniell. Je promène sur mon dos d'énormes sacs étrangement lourds où se devinent les corps recroquevillés de cadavres. De 1946 à 1956, année de ma mort, je tourne encore quelques films qui n'ajoutent rien à ma gloire. Je gagne ma vie en jouant n'importe quoi. La morphine, les cures de désintoxication successives me ruinent physiquement et moralement. Je retrouve le rôle de ma vie dans une parodie dérisoire. Abbott et Costello contre Frankenstein en 1947. C'est là qu'un jeune réalisateur me prend sous son aile. Il s'appelle Ed Wood. Je tourne mon dernier film pour lui. Plan 9 from Outer Space. Encore une histoire fantastique où se mêlent morts-vivants, extraterrestres, soucoupes volantes qui gravitent autour d'un vieux bonhomme vêtu de sa cape noire en route vers sa dernière demeure. Je disparais, abandonnant sur Terre les démons qui m'ont hanté, sans me transformer, presque soulagé de quitter ce monde. Il paraît que le dernier visiteur venu s'incliner devant ma dépouille mortelle se transforma en une gigantesque chauve-souris noire au vol ouaté et silencieux qui s'échappa vers le ciel où le soleil venait de disparaître. En 1968, Boris Karloff, après avoir interprété des monstres, des meurtriers, des savants fous, des gangsters, des détectives, des personnages étranges et parfois tout à fait normaux, termine sa carrière en beauté dans le rôle d'un acteur de film d'horreur qui ne supporte plus la violence. La Cible est le premier film d'un jeune réalisateur, Peter Bogdanovich, ancien assistant de Roger Corman, le cinéaste de la terreur des années 60, qui avait fait tourner Karloff dans plusieurs de ses films. Un jour qu'on me demandait si je ne regrettais pas que ma carrière ait été marquée par le monstre de Frankenstein, auquel je reste définitivement associé, je répondis ceci. On entend toujours parler d'acteurs qui se plaignent d'être ainsi catalogués. Je suis convaincu que j'aurais été sacrément bon dans le rôle du petit Lord Fauntleroy. Mais qui aurait donné 100 sous pour voir ça ? Karloff, Lugosi, deux noms qui resteront à jamais gravés dans l'histoire du cinéma de genre. Ennemis au cinéma, ils devinrent amis hors des studios. Ces deux hommes, si différents dans leur vie privée, surent donner à leurs personnages de monstres une véritable humanité.